Bien, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mathieu Ferschneider, je suis audioprothésiste et je vais vous parler de la mesure de l'effort d'écoute. Alors, pour mon cas de l'échelle papier, et puis Annie Moulin, par la suite, nous parlera un petit peu plus de pupillométrie. Alors, pour évaluer du coup l'effort d'écoute, on a effectivement deux systèmes que nous on a utilisés. On va avoir des échelles vraiment papier avec des questionnaires ou alors des échelles visuelles et analogiques que je détaillerai un peu plus tard. Et on a aussi donc des méthodes bien plus objectives qui vont concerner effectivement la pupillométrie, de l'électroencéphalographie ou alors la spectrophotométrie infrarouge. Merci. Alors, on a réalisé en fait dans 5 laboratoires de la région lyonnaise cette petite étude où on s'est justement intéressé à voir un petit peu la mesure d'écoute chez des patients appareillés. Alors on a une population de patients qui sont âgés entre 65 et 75 ans, une perte d'audition qui est symétrique, bilatérale, on est sur des pertes légères à moyennes, et en fait on a séparé ces patients en deux groupes. Premier groupe, du coup, qu'on va appeler AK, qui sont des patients qui sont nouvellement appareillés, qu'on va suivre au début de leur appareillage, qu'on va tester, du coup, à la pose des appareils. Et un deuxième groupe de patients qui sont appareillés depuis plus d'un an au minimum, qu'on va appeler les groupes des AP, et qu'on va aussi retester au bout d'un mois. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire? D'abord, une vocale dans le bruit, voilà les conditions. Un bruit de cocktail party, un niveau de rapport signation au bruit de 0 décibels, une intensité de bruit fixe 60 dBSPL. On a deux haut-parleurs, on envoie des bruits, des mots en conditions dichotiques. Et la première chose qu'on va faire pour évaluer leur effort d'écoute, c'est qu'à chaque fin de liste testée, on va leur demander de juger par eux-mêmes l'effort d'écoute qu'ils ont fourni avec une petite réglette, donc c'est ça l'échelle visuelle analogique, où on va leur demander en fait de mettre une note entre 0 et 10. En plus de ça, on va leur faire réaliser deux questionnaires, le SSQ et le questionnaire d'effort d'écoute que je vais détailler tout de suite après. Alors, le SSQ, qui est un questionnaire très important, c'est un questionnaire à la base qui avait été réalisé par Gatehouse en 2004, qui comprend à la base 50 items répartis en 3 sous-échelles. Donc l'audition de la parole, audition spatiale, qualité de l'audition. Alors 50 items pour nos journées chargées d'audioprothésistes à faire passer un patient au quotidien, c'est quand même un petit peu long. C'est pour ça que je vous invite, si vous êtes intéressé, à utiliser la version courte que Annie Moulin vient juste de publier, où là on est sur 15 items et en gardant du coup les 3 sous-échelles, ce qui permet quand même d'avoir une passation qui est beaucoup plus rapide. Et on retrouve, comme vous pouvez le voir, donc des situations. En fait, le patient va devoir répondre à chaque différente situation auditive qui sont notées dans le questionnaire et il va devoir juger avec la même réglette de 0 à 10 si du coup la situation correspond parfaitement à ce qu'il peut décrire avec son appareil auditif ou alors pas du tout. Pour le questionnaire d'effort d'écoute, on retrouve à peu près la même présentation. Alors on s'inspirait du coup d'une publication d'Annabali en 2017 qui du coup a proposé déjà un questionnaire d'effort d'écoute sur lequel on a affiné 2-3 items. Alors c'est un questionnaire qui est en cours de validation, mais vous allez retrouver du coup, alors pareil, 3 sous-échelles. D'abord un score global, un score d'audition en milieu silencieux et en milieu bruyant. Et vous retrouvez un peu des composantes qu'on retrouve aussi dans le SSQ15, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens s'ils fournissent peu d'efforts ou beaucoup d'efforts avec leurs appareils auditifs au cours du temps. Alors qu'est-ce qu'on voit déjà au niveau de l'audiométrie vocale dans le bruit et des résultats qu'on pouvait attendre? Sur la population des sujets appareillés, comme on peut le voir, il n'y a pas d'évolution au bout d'un mois, il n'y a pas eu d'intervention, pas de réglage entre J0 et J30. Bien sûr, sur la population des sujets qui sont nouvellement appareillés, on observe quand même une augmentation de l'intelligibilité dans le bruit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'a priori, on travaille pas trop mal. Et si on regarde par contre l'échelle du coup visuel et analogique de l'effort d'écoute, alors pas de différence chez les sujets appareillés depuis plus d'un an. Par contre, vous voyez que déjà, ils sont à un niveau quand même de 7. Par contre, du coup, quand on regarde les sujets qui sont nouvellement appareillés, on a un résultat qui pourrait paraître contre-intuitif. Vous remarquez qu'en fait, ils fournissent beaucoup plus d'efforts pour pouvoir faire la tâche d'intelligibilité dans le bruit au bout d'un mois.
Alors, on pourrait se dire, bah, c'est un peu embêtant quand même, parce que nous, on voudrait réduire l'effort d'écoute. On nous annonce très souvent, et il y a beaucoup de communications de fabricants qui nous expliquent que les appareils auditifs font réduire l'effort d'écoute, et nous, on leur fait faire une tâche dans le bruit, et là, pas de chance, bah, en fait, ça augmente. Alors, la raison en fait évoquée pour ça, c'est que l'échelle visuelle analogique qu'on leur a fait passer au niveau de l'effort d'écoute, c'était une tâche à un instant donné. Ils devaient répéter plusieurs listes de bruit, c'était dans le cadre d'une mémoire d'audioprothèse, et donc du coup on peut imaginer que sur cette tâche d'instant donné, ils voulaient essayer de avoir un maximum d'efforts d'écoute pour pouvoir répéter correctement un maximum de mots, et aussi peut-être faire plaisir aux stagiaires ou à l'audioprothésiste qui lui faisait les tests. A l'inverse, quand on regarde l'échelle au niveau du questionnaire d'effort d'écoute, cette fois, et ben là, ça paraît tout de suite plus cohérent, parce que vous pouvez voir que sur les appareillés, pas de changement, mais par contre, au bout d'un mois, sur les nouveaux appareillés, on a effectivement une diminution significative de l'effort d'écoute. Donc c'est important aussi, quand on parle d'effort d'écoute, je crois, de s'intéresser aussi à la situation donnée et à partir de quel moment et dans quelle vraiment situation on parle d'effort d'écoute. Si on est dans une situation d'effort d'écoute avec une tâche de répétition de mots dans le bruit, on ne sera pas du tout sur la même chose qu'un questionnaire d'effort d'écoute qui lui est écologique, qui est comportemental, où on va s'intéresser vraiment au quotidien des sujets appareillés. Si on regarde maintenant au niveau du... Voilà, donc là, on a le détail du questionnaire d'effort d'écoute avec les deux échelles. On remarque effectivement au niveau de l'échelle dans le silence qu'on n'a pas de différence significative, que ce soit chez les appareillés ou chez les nouveaux appareillés. Alors, ce qui paraît assez cohérent dans le sens où on avait des sujets qui avaient des pertes légères moyennes, type presbyacousie, donc on sait très bien que dans les environnements calmes, on a très rarement une grande notion d'effort d'écoute. Par contre, dans le bruit, on remarque là encore que les sujets nouvellement appareillés ont déjà une diminution, une réduction de leur effort d'écoute. Ce qui est important ici à souligner, c'est qu'on retrouve des choses qu'on connaît à peu près, d'accord, dans les patients qu'on voit au quotidien. On espère quand même au bout d'un mois améliorer les choses, qu'ils soient quand même plus à l'aise. Mais souvent, on a de manière audiologique l'envie de faire des tests, des audiométries vocales dans le bruit, qui sont très importantes. Et on passe souvent un peu à côté des questionnaires. Aujourd'hui, ce questionnaire-là, vous avez vu, c'est quelques questions, ça prend quelques minutes. Ça permet aux patients de s'auto-évaluer, ça permet aussi aux patients de se juger dans des conditions de vie quotidiennes, et on a des résultats qui sont cohérents et qui sont comparables à ce qu'on pourrait avoir avec une audiométrie vocale dans le bruit. Donc je vous invite petit à petit à s'intéresser à ces questionnaires-là parce qu'ils nous apportent des informations intéressantes et c'est souvent des informations qu'on n'a pas forcément, qu'on ne retrouve pas forcément dans un dialogue, une communication avec son patient parce où on n'a pas le temps ou parce qu'on ne pose pas toujours les bonnes questions. Et là, on lui laisse le questionnaire, il revient quelques jours après et on a des informations qui peuvent être intéressantes. Alors, concernant le SSQ, de la même manière, alors là, l'échelle est inversée, du coup, on s'améliore quand les scores au SSQ augmentent. On retrouve aussi une différence chez nos patients nouvellement appareillés. Par contre, cette différence significative, elle est due essentiellement à la condition vocale, parole. Si on regarde le SSQ dans sa sous-échelle spatiale et qualité, on n'a pas de différence significative. Alors ça peut s'expliquer parce que du coup, l'échelle spatiale a été créée pour pouvoir avoir des différences significatives quand on a des asymétries qui sont importantes entre les deux oreilles. Or, nous, on avait équilibré nos patients pour avoir une symétrie et des pertes auditives équilibrées. Et le SSQ qualité, là aussi, on ne retrouve pas encore de différence significative, mais on est à la limite de la significativité. Donc, il est possible qu'en réalité, on aurait eu avec peut-être quelques patients supplémentaires déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, je vais laisser la parole à Annie Moulin qui va vous parler maintenant des méthodes objectives. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais passer maintenant aux méthodes objectives. Donc, vous avez vu qu'en fait, les méthodes subjectives, rien qu'avec un petit bout de papier, une échelle visuelle analogique, on a déjà des renseignements intéressants.
Alors, parmi les méthodes objectives, j'ai listé uniquement les méthodes objectives qui étaient à peu près portables. Je n'ai pas listé les grands appareils de magnétoencéphalographie, par exemple. Alors, il y a 3 méthodes objectives principales qui peuvent servir à évaluer l'effort d'écoute. Il y a l'électroencéphalographie, notamment avec les oscillations alpha. Il y a une nouvelle méthode qui s'appelle la spectrophotométrie infrarouge. Donc, vous avez eu quelques résultats dessus hier, en fait, par Guillaume Andéol, et qui consiste à mesurer, en fait, l'oxygénation du son et qui irrigue le cerveau par des diodes luminescentes. Et enfin, la méthode pupillométrie, qui est simplement la mesure de la dilatation pupillaire. Alors, comment ça marche la dilatation pupillaire? En fait, la dilatation pupillaire, elle est très sensible à un neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline et qui est sous la dépendance d'un petit système au niveau du tronc cérébral qui s'appelle le locus coeruleus. Alors le problème de ça, c'est que bien sûr la dilatation pupillaire, c'est pas du tout spécifique de l'effort d'écoute, mais on dilate ses pupilles quand on a peur, par exemple. On peut rétracter la pupille en cas de forte luminosité ou au contraire dilater en cas d'obscurité. Et puis également, on va dilater la pupille en cas de tout effort cognitif. Alors en particulier, ça a été mis en évidence très tôt dans des tâches de calcul mental, où plus les tâches de calcul mental demandaient un effort élevé, plus la pupille des sujets dilatait. Alors l'inconvénient également, c'est que comme on est sous la dépendance de la noradrénaline, c'est très sensible à pas mal de traitements médicamenteux. Et vous savez bien sûr que les sujets âgés en audioprothèse ont très souvent beaucoup de traitements médicamenteux concurrents. C'est également sensible aux substances comme la caféine. Et c'est une réponse relativement lente, entre 0,5 et 2 secondes. Donc ce n'est pas une méthode qui est spécifique de l'effort d'écoute. Donc la spécificité pour l'effort d'écoute, elle va être apportée par le protocole et aux conditions de test. Donc je vais vous montrer quelques résultats d'abord chez le normand-entendant. Comment ça fonctionne. Alors le setup type, vous avez un sujet qui est fixé devant un écran et vous avez en fait la caméra qui va recueillir la dilatation pupillaire qui est juste posée en face du sujet. Alors là, ça a été fait en laboratoire chez des sujets normand-entendants, donc on avait les stimulés auditifs par casque. Le sujet répondait dans son micro et il fixait sur un écran une cible qui ne variait pas du tout en luminosité, c'est un écran très gris, justement pour qu'on n'ait pas de variation de luminosité. Alors, comment on construit justement un essai en dilatation pupillaire? Alors, voilà l'exemple type d'un essai. On prend une petite période de silence d'abord. Et là, on a voulu tester la perception de mots dans le bruit. Alors, c'est une méthode qui a été très largement utilisée dans la littérature, mais sur de la perception de phrases. Et nous avons voulu savoir si, justement, l'effort d'écoute d'un simple mot pouvait suffire justement à obtenir une dilatation pupillaire. Donc on a placé ce mot dans un bruit de cocktail party. Alors ce qu'on fait, c'est que pendant 2 secondes, il va simplement avoir le bruit de cocktail party et en même temps, ça donne un indice acoustique de quand le mot va venir. Vous avez la présentation du mot et derrière, il faut attendre suffisamment de temps, donc là au moins 8 à 9 secondes, pour voir la réponse de dilatation pupillaire se produire et on est obligé d'attendre pour que le sujet puisse répéter le mot qu'il a entendu. Alors ça va devenir plus clair avec le type de courbe que l'on obtient. Voilà. Alors ça a l'air d'être un truc très chevelu, mais en fait, chaque trace colorée est un mot différent. Donc ce qui montre, c'est qu'à l'échelle du mot, vous pouvez avoir un pic de dilatation pupillaire qui correspond au mot. Alors si on... Je ne vois pas toujours mon... Si on prend au temps 0, donc on a la ligne de base, puis dans les 2 premières secondes, on a simplement le mot de cocktail party, et vous pouvez voir chez les sujets, il y a déjà une anticipation de la difficulté à venir, parce que déjà ils commencent à dilater leurs pupilles avant que le mot se produise. Ensuite, nous avons le mot qui est présenté, et vous voyez, il y a un ensemble de pics. Chaque mot va en fait générer un pic qui va montrer l'effort d'écoute de ce mot précis.
Ensuite, on est obligé d'attendre pour demander au sujet de répéter, parce que bien sûr, l'effort de répétition du mot va générer également une dilatation pupillaire. C'est ce que vous voyez dans le deuxième pic, là, après 10 secondes. Alors, on va voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut en tirer chez le sujet normand-entendant. Alors, bien sûr, quand vous avez des courbes comme ça, la tradition, c'est quand même de moyenner un certain nombre de fois pour avoir des courbes assez propres, mais les moyennages peuvent être de l'ordre d'une dizaine de mots, ça suffit. On n'est pas dans le cas de l'électroencéphalographie, on va avoir besoin de plus d'une centaine de répétitions. Donc là, on distingue très bien le premier pic qui est lié à l'écoute du mot, qui est symbolisé par ce petit tiret bleu, et le deuxième pic qui est lié à la répétition. Et en fait, le deuxième pic, on l'enregistre pour voir un petit peu le retour à la normale de la dilatation pupillaire, mais il n'est pas du tout pertinent dans nos données. On s'intéresse essentiellement au premier pic et également, ce qui est un peu trop souvent négligé, à la phase d'anticipation également avant l'apparition du mot. Alors également, le souci de la dilatation pupillaire, c'est la grande variabilité intersujet. Donc là, ce n'est pas une courbe par mot, là on a une courbe par sujet différent. Et ce sont tous des sujets dans le même protocole, des sujets strictement normand-entendants. Donc vous pouvez voir, l'impact de la dilatation peut être très différent d'un sujet à l'autre. Ce qui veut dire en fait, c'est que la dilatation, elle se conçoit quand on fait vraiment deux conditions différentes et on va comparer l'évolution de la dilatation pupillaire entre ces deux conditions différentes plutôt qu'en valeur absolue. Alors voici un exemple justement de deux conditions différentes. Alors chez le même sujet, et on a les deux conditions, une condition dans du speech noise qui avait en fait le même spectre que le bruit de cocktail party, et une condition que vous voyez en rouge dans un bruit de cocktail party. Alors là, on se place toujours à 100% d'intelligibilité, c'est-à-dire que les courbes qui ont été moyennées, elles correspondent toutes à des mots qui ont été correctement répétés. Donc, que ce soit dans le cocktail noise ou dans le speech noise, on était à 100% d'intelligibilité. C'est pour vous montrer que même chez le sujet normand-entendant, même si vous répétez tout dans le cocktail party, il a fait un effort d'écoute qui est infiniment plus important que quand il était dans le speech noise. Et ça, bien sûr, on n'en a pas conscience. Mais le cocktail party demande énormément de ressources. Donc, voici un exemple donc, de mise en évidence. Alors, sur une moyenne de sujets, pareil, où on retrouve un plus grand effort au niveau du cocktail party que du speech noise. Et on regarde, bien sûr, le pic est plus important, mais également la partie où le sujet doit maintenir dans sa mémoire de travail le mot pour pouvoir le répéter plus tard. Vous voyez que dans un bruit de cocktail party, c'est une tâche qui est très difficile parce que ça fait appel à la mémoire de travail. Et maintenir un mot dans sa mémoire de travail quand on entend du cocktail party, même pour un normand-entendant, ça demande quand même des ressources cognitives. Alors on s'est intéressé également aux mots qui étaient correctement répétés, mais également aux mots qui étaient que partiellement répétés, où il y avait un phonème de faux ou deux phonèmes de faux par rapport au reste. Donc là, ce sont deux traces individuelles de deux sujets différents. Et vous pouvez voir que pour les mots partiellement répétés, on voit que le sujet, en fait, non seulement il a fait un effort plus important, mais vous regardez à la suite du pic, et il y a de nouveau un effort très important et qui continue sur la durée. En fait, le sujet, il gamberge, est-ce que j'ai bien répété mon mot avant d'arriver à le répéter? Donc on va avoir des différences également en deçà du pic. Alors justement, comment on peut appliquer ça en audioprothèse? Parce qu'il y a quand même une population bien spécifique, d'où des problèmes spécifiques, à savoir on a une population qui est quand même plus âgée que nos sujets de 20 ans normand-entendants, et on sait que notamment la noradrénaline a tendance à diminuer avec l'âge. Donc est-ce que ça a posé problème? Les traitements médicamenteux, on arrive à environ 80% de la population qui a un traitement ou un autre. Bien sûr, il est hors de question de demander à quelqu'un d'arrêter un traitement chronique pour faire ce type de test. Et puis, il y a également tous les problèmes oculaires, cataractes, les glaucomes, les lentilles, les lunettes. Alors, en pratique, les lentilles, on laisse et ça marche dans la grande majorité des cas. Et les lunettes, en général, on demande aux gens d'enlever leurs lunettes. Mais ça peut également, on arrive quand même à mesurer la dilatation pupillaire avec certaines lunettes.
Voilà. Et en plus, on est quand même dans une population qui est habituée à faire une audiométrie vocale et à savoir qui est habituée à faire une répétition immédiate de mots. Et ce sont des patients qui ont vraiment l'habitude, dès qu'ils entendent un mot, de le répéter. Et nous, on va leur dire, ah ben non, pour répéter le mot, il faut que vous attendiez un bip spécifique. Et le problème, c'est est-ce que le patient âgé qui est malentendant, il va avoir une mémoire de travail suffisante pour pouvoir maintenir ce mot en mémoire de travail et le répéter après. Donc en fait, quand on a listé tous ces problèmes pour cette expérience, on était parti très très pessimiste concernant l'application de la dilatation pupillaire. Alors pourquoi justement on demande aux patients d'attendre pour répéter un mot? Parce que là vous avez un exemple où chez le même sujet on a fait une réponse différée ou une réponse immédiate. Bien sûr quand vous demandez de répéter le mot immédiatement après l'avoir entendu, ben, vous avez l'effort cognitif de répétition qui se confond avec l'effort cognitif d'écoute. Donc ça fait une espèce de grande montagne, mais on peut rien en déduire. Alors nous avons tenté ça en utilisant un système très portable de dilatation pupillaire. Vous voyez, c'est une simple barre en fait qui est placée devant le patient. On avait un setup de trois haut-parleurs et le patient devait fixer un point blanc devant lui en permanence de manière qu'on puisse capter ses pupilles. Et ça a été fait au sein d'un cabinet d'audioprothèse d'Audition Conseil chez Mathieu Ferschneider. Alors le problème justement pour adapter les paramètres de la dilatation pupillaire, on aime bien avoir bien sûr le pic d'intérêt, c'est le pic du milieu où dès qu'on a entendu un mot, on voit la dilatation pupillaire, mais il faut également avoir une durée suffisante pour voir tout le pic, et il ne faut pas une durée trop grande pour que le patient oublie le mot. Alors l'autre paramètre à régler, c'est également l'attente pour avoir une bonne ligne de base avant la présentation du mot. Alors quand on veut faire une expérience dans le silence, on n'a pas le bruit qui va donner un indice acoustique. Donc soit on prend un indice visuel et on a le danger du traitement de l'indice visuel avec sa luminosité, soit on prend un indice acoustique. Et là on a pris le parti de prendre un indice acoustique très simple et on a dû vérifier qu'il ne générait pas en lui-même une dilatation pupillaire. C'est pour ça qu'on a mis au moins 2 secondes entre cet indice acoustique et le mot. Et la troisième partie à faire attention, il faut bien sûr que non seulement le sujet répète le mot, mais en plus que la dilatation pupillaire ait le temps de redescendre pour attaquer le mot suivant. Donc ça donne le type d'essai. Bon, on va continuer. Bouchon. Vous voyez, on a tous tendance à prendre le bouchon comme exemple. Donc, vous avez les 3 bips de fin qui signalent en fait au sujet. Il fallait attendre ces 3 bips pour répéter le mot. Donc, on a fait ça en prenant des blocs de 12 mots pour que le sujet ne soit pas trop fatigué, puisque là, ça va durer 2 ou 3 minutes. Donc il y a une calibration pour voir exactement repérer où les yeux sont. On a mis 2 mots en se disant les 2 premiers mots sont les mots qui vont être ratés, sont les mots où le sujet va répéter trop vite. Donc on s'est donné l'occasion de pouvoir les négliger. Et ensuite un ensemble de 10 mots. Donc on avait 2 blocs par condition. Donc ça faisait 24 mots par condition. Donc on a fait ça dans 5 conditions différentes. Donc sans appareil auditif, avec appareil auditif. Et ensuite, dans le silence, on l'a fait ensuite dans le bruit, sans appareil auditif, avec appareil auditif. Et avec appareil auditif, moi, on avait enlevé les réducteurs de bruit. Alors, parce qu'on voulait justement mettre en évidence l'intérêt de la pupillométrie, on s'est mis volontairement à 100% d'intelligibilité. Parce qu'on a pris le parti, c'est justement dans les cas où on a 100% d'intelligibilité, où on veut voir qu'est-ce que la pupillométrie peut apporter. Donc on s'est mis dans un sens dans le pire cas qu'il faut pour montrer l'intérêt de la pupillométrie. Alors le premier résultat, on était très concernés par en fait les patients qui répétaient les mots prématurément, parce qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire.
Et c'est ce qu'on a regardé. Alors effectivement, le premier bloc, le premier mot répété, on avait 20% de premiers mots répétés du premier bloc qui souvent étaient répétés trop tôt. Mais vous voyez, au fur et à mesure des blocs, on n'a pas eu, même quand on s'arrête et qu'on reprend, les patients en fait s'adaptent très facilement à la tâche. Et au total, on a eu 80% de traces acceptées. Donc c'était pas un obstacle majeur. Et enfin, on a pu tester, malgré tous les problèmes de médicaments, de cataractes, de choses comme ça, 80 à 90% des patients, on a eu au moins des traces voulant dire quelque chose. Alors les résultats, alors justement, on est allé regarder dans le silence. Alors vous voyez, on s'était mis à 100% d'intelligibilité, mais effectivement, on a, que ce soit sans appareil ou avec appareil, on n'a pas de différence significative puisqu'on a vraiment monté les niveaux sonores. On est à plus de 90% d'intelligibilité. Puis on est allé regarder, on a fait la moyenne dans le silence que des mots correctement répétés. Donc on est à 100% d'intelligibilité dans les traces de dilatation pupillaire. Et vous voyez qu'effectivement, sans appareil, on a une augmentation du pic de dilatation pupillaire. Et quand on regarde un peu avant la ligne de base, sans appareil, on dirait que les patients ont tendance à dilater la pupille avant même l'arrivée du mot, comme s'ils avaient un niveau d'effort constant, tonique, qui restait un petit peu constant entre les essais quand ils étaient sans appareil. Alors on peut regarder dans le bruit. Alors bien sûr, en additionnant au bruit, on a eu des scores qui était un petit peu plus bas. Et pareil, on est allé regarder la différence de dilatation pupillaire uniquement pour les mots qui étaient correctement répétés, c'est-à-dire à 100% d'intelligibilité, pour voir est-ce qu'on a des différences d'effort d'écoute entre les patients qui n'ont pas d'appareil. Alors ceux qui n'ont pas d'appareil sont en noir. Et vous voyez quand même un pic noir qui part d'assez bas. Le problème, c'est que je ne vois pas mon laser, donc je ne sais pas trop ce que je montre. Donc, et qui monte entre les deux pics verts. Et puis, dès qu'on met un appareil, on a droit au pic vert clair. Et vous voyez que l'effort cognitif a diminué. Mais il a surtout diminué significativement dans la période avant la présentation du mot. C'est-à-dire que les patients, quand ils ont leur appareil, ils vont beaucoup moins anticiper, beaucoup moins s'attendre à faire un effort cognitif, en fait. Donc rien que ça provoque une sorte de soulagement parce qu'ils vont faire moins d'efforts cognitifs avant. Et quand on met également des appareils, mais on enlève les réducteurs de bruit, on reprend un effort cognitif qui est intermédiaire entre les appareils totaux et l'absence d'appareil. Donc en conclusion, donc vous avez vu comment évaluer l'effort d'écoute. Alors les questionnaires et l'échelle visio-analogique, alors ça a des gros avantages parce que c'est des avantages de la simplicité, de la rapidité, du faible coût et c'est réalisable chez presque tous les patients. Donc c'est pas quelque chose à négliger, au contraire, ça donne des résultats assez surprenants alors qu'on appelle ça subjectif, mais vous avez vu quand même avec Mathieu qu'il y a une grande valeur là-dedans. Alors les méthodes objectives, la pupillométrie, pourquoi pas? C'est rapide par rapport aux autres méthodes objectives, que ce soit l'EEG ou l'AFNIR, c'est plus rapide. C'est facilement implémentable, en particulier on ne met rien sur la tête du patient, il est simplement en train de regarder une caméra, donc ça passe beaucoup mieux. Et c'est quand même réalisable chez 80% à 90% des patients. Mais il y a des méthodes de traitement du signal derrière qui demandent à être un petit peu améliorées pour justement tenir compte de la réponse tonique, ou le patient qui va anticiper son effort d'écoute, et de la réponse phasique. Donc il y a encore des progrès à faire pour une application en audioprothèse. Donc merci beaucoup pour votre effort d'écoute.